Lyon. Je voudrais remercier la FCCRE, et je salue Catherine Trottmann. Je voudrais remercier la FCCRE pour cet infatigable travail de conviction que l'Europe n'est pas une chose éloignée, qu'elle s'ancre dans nos territoires, dans nos communes, dans nos régions évidemment, et ce message, cher Christophe, prend une force toute particulière à Strasbourg et en Alsace pour des raisons que je ne vous ferai pas l'insulte d'évoquer ici. Cela dit, je voudrais dire que nous sommes plutôt ici pour faire mentir les oracles qui nous annoncent des élections européennes compliquées, du fait d'un faible intérêt, d'une faible participation, d'enjeux qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Europe. Je pense que nous sommes ici tous rassemblés pour les faire mentir. Les oracles n'ont pas toujours raison, pas plus que l'horoscope le matin dans le journal. Et je pense que pour cela, nous avons avec nous les meilleurs spécialistes, Catherine Trottmann, ancienne ministre, et députée européenne, fait partie des députées européennes qui ont été identifiées par toutes et tous, y compris par, en France on appelle les vilains lobbies, mais en France on peut aussi appeler les entreprises, etc., comme une députée européenne qui accomplit pleinement la mission qui est la sienne au Parlement européen. Véronique Mathieu, également présente sur de nombreux dossiers au Parlement européen, je pense aux questions de la chasse, mais je pense aussi aux questions de sécurité intérieure, de Schengen. Sandrine Bélier, qui, après s'être engagée dans la cause environnementale en Alsace, s'engage avec la même passion et la même compétence dans la cause environnementale à l'échelle européenne. Et puis, évidemment, Arnaud Danjean, qui, chaque jour, remet sur le métier la question de l'Europe de la défense et qui, évidemment, s'attaque à un sujet aussi important que stratégique. Mais je crois que ce sont les meilleurs que nous avons là pour évoquer avec nous à quoi sert l'Europe, à quoi peut servir l'Europe, et puis évidemment pour qu'il nous donne à chacun d'entre nous les meilleurs éléments de langage pour que nous puissions chacun convaincre 100 personnes, qui est même convaincront 100 personnes, etc., etc. Et ainsi, nous ferons mentir les oracles. Merci à tous, et je passe la parole au représentant du bureau de la Commission européenne en France, du Parlement, qui, outre faire une petite présentation, sera chargé de la conduite du débat. Voilà, merci beaucoup. Merci à la FCCRE et au Conseil régional d'organiser ce débat et cette série de débats pour la FCCRE pour essayer de vraiment faire comprendre l'importance des élections européennes. Je dirais quelques petits mots justement sur ces élections européennes que j'ai envie de qualifier d'historiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous savez bien sûr que depuis 2009, une crise financière, économique sans précédent a frappé l'Europe. Et elle s'est accompagnée par une crise de confiance dans les instances politiques qui est aussi assez sévère. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, cette crise soulève de nombreuses questions qui ne peuvent être adressées qu'au niveau européen. La gouvernance économique, la régulation des banques, la régulation financière, et puis également aussi les questions environnementales, les questions d'immigration, les questions de sécurité énergétique, bien sûr, qui est liée aux questions économiques. Ces problèmes, ces défis peuvent difficilement être abordés autrement qu'à travers un spectre européen. Donc à travers un débat qui dépasse la frontière franco-française en ce qui nous concerne. Donc, on peut espérer que la campagne pour les élections européennes de 2014, j'ai envie de dire cette fois-ci, soit une véritable campagne européenne. Une autre raison pour laquelle ces élections européennes ont une importance tout particulière pour les citoyens,
c'est bien sûr le traité de Lisbonne et les nouvelles compétences et nouveaux pouvoirs que ce traité attribue au Parlement européen. Les domaines de compétences, ce qu'on appelle sous la compétence de codécision, donc qui met le Parlement européen à pied d'égalité avec le Conseil des ministres, ces domaines ont été étendus à la quasi-totalité des domaines de compétences de l'Union européenne, notamment l'agriculture, la justice, l'immigration, et également au pouvoir décisionnaire sur le budget de l'Union européenne, qui auparavant tombait sous la responsabilité du Parlement européen uniquement pour les dépenses non obligatoires. Aujourd'hui, c'est l'entièreté du budget de l'Union européenne qui est soumis à l'approbation, enfin, au processus de codécision, donc qui donne aux députés européens pleine puissance avec le Conseil pour décider du budget annuel et pluriannuel de l'Union européenne. Donc on se rend bien compte quand même qu'on est aujourd'hui face à un Parlement européen qui n'a jamais eu autant de pouvoir et qui a véritablement la volonté de l'utiliser, comme les députés européens ont pu le montrer à de maintes reprises au cours de la précédente mandature. On a vu par exemple des positions très fortes qui ont été prises sur peut-être un des dossiers les plus médiatiques en France. Ça commence à remonter, mais c'est la directive service, la fameuse directive Bolkestein qui a été amendée avec succès par le Parlement européen. Et d'autres dossiers, notamment le dossier budgétaire, qui a montré, je pense, aux médias et aux citoyens que cette fois-ci, il fallait compter avec le Parlement européen. Un petit mot sur la campagne institutionnelle, puisque je représente le secrétariat général, je ne travaille pas pour un groupe politique, mais pour vous parler un petit peu de l'appui qu'on va essayer de donner à cette campagne au niveau du Parlement européen. Il va y avoir des spots TV et radio, des petites publicités qui seront diffusées bientôt dans tous les pays. Un débat télévisé devrait avoir lieu avec les candidats à la présidence de la Commission européenne. Donc, je pense qu'on devrait bientôt avoir tous les noms des candidats des groupes politiques, des partis politiques européens, pardon. Un débat télévisé sera organisé et on espère, c'est en négociation actuellement avec la télévision, on espère avoir une diffusion en direct de ce débat. Donc malheureusement, je n'ai pas plus d'informations que ça à vous donner, mais on devrait connaître la date de diffusion bientôt. Voilà, donc cette campagne institutionnelle, elle est en marche, hein, j'ai envie de dire, elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver le Parlement européen sur Facebook, sur Twitter. Petite parenthèse, le Parlement européen est l'institution politique qui a le plus d'abonnés, de followers, j'avais envie de dire, d'abonnés sur Facebook au monde, juste après la Maison-Blanche. Le Parlement européen a 1 200 000 d'abonnés sur Facebook. Ça montre quand même qu'il y a un intérêt des citoyens pour notre institution. Et on espère vraiment capitaliser là-dessus pour continuer à susciter beaucoup d'intérêt, et notamment donc, à la veille des élections. Et je voulais juste terminer avec une petite remarque sur l'abstention, puisque vous parliez, Pascal Mangin, du défi de la participation à ces élections. On a beaucoup parlé du fait que cette participation a baissé au fur et à mesure des élections. Quand même, il faudrait préciser une ou deux petites choses. Depuis 1999, il faut quand même noter que dans les pays, dans l'Europe des 15, hein, les pays avant l'élargissement vers l'Est, la participation aux élections est restée plus ou moins constante. Donc elle n'a pas baissé. Depuis l'arrivée de pays qui ont peut-être dont les peuples ont connu un désamour assez important avec la politique, que le taux de participation européenne a véritablement chuté. Et jusqu'en 2009, le rythme de baisse de la participation est bien plus fort dans les élections nationales que dans les élections européennes. Donc on peut peut-être tirer un petit peu une lueur d'espoir de ces chiffres. Visiblement, les gens s'intéressent peut-être, on continue à avoir de l'espoir dans le processus démocratique européen, malgré un désenchantement avec la politique nationale.
Et puis un dernier chiffre que je trouve assez intéressant, pardon, c'est le Congrès américain qui est quand même un immense pouvoir politique aux États-Unis, peut-être même plus que celui du président des États-Unis. Là, il faut quand même savoir qu'il y a moins de 40% de participation aux élections du Congrès. Et on parle de déficit démocratique en Europe parce qu'il y a peu, c'est vrai, de participation, l'abstention est assez forte aux européennes. Mais est-ce qu'on parlerait de déficit démocratique aux États-Unis? Est-ce qu'on remettrait en cause le Congrès américain en sachant que leur taux d'abstention aux élections du Congrès est comparable à celui des élections européennes? Voilà, c'était quelques petits chiffres quand même pour replacer le débat sur l'abstention aux européennes, que je trouvais assez pertinent. Maintenant, je vais quand même rapidement passer la parole aux députés européens. Je ne vais pas vous faire une introduction parce qu'elle l'a déjà fait. Il y a toujours le problème de l'ordre protocolaire. On va faire ça comme en session plénière au Parlement européen. On va donc commencer avec un des représentants du groupe politique majoritaire dans l'hémicycle. Voilà, le plus important, on va dire. Et puis après, nous ferons un premier tour. Après, je passerai la parole à Catherine Trautmann, donc pour les socialistes démocrates, et puis à Sandrine Bélier pour les Verts, et puis à nouveau aux représentantes du Parti populaire européen. Est-ce que cet ordre de séance vous convient, messieurs les députés? Donc pour le PPE, Monsieur Jean-Jean. Et vous êtes en minorité. Oui, je suis en minorité. J'allais le relever, mais je préfère que ça soit vous qui le fassiez. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Toute opportunité pour nous de nous exprimer sur ce que nous faisons et la façon dont il convient de promouvoir notre institution est une bonne occasion. Donc, on va pas faire la fine bouche. On est ravis d'être là, d'autant qu'on est à côté de notre session plénière. Sur le scrutin proprement dit de mai, du 25 mai, et les enjeux en termes de participation, moi je dois vous dire que je suis quand même assez dubitatif, c'est moins qu'on puisse dire, parce que cette année on aura quand même une conjonction très défavorable, qui est que nous passons, après les élections les plus populaires, par la présidentielle mise à part, les élections les plus populaires pour nos concitoyens, qui sont les élections locales, municipales. Et donc là, on va avoir, en un mois et demi, vous allez avoir les élections qui permettent d'élire le personnel politique le plus proche, avec le plus d'identification et de proximité, et puis le personnel politique qui est le plus abstrait, le plus lointain et le moins bien identifié. Et donc, selon toute vraisemblance, je pense que ça sera quand même vraiment au détriment de l'institution européenne. C'est le hasard du calendrier électoral, c'est ainsi. Je crois que c'est un élément avec lequel il faut compter, qui n'était pas le cas la dernière fois. Et je crains que ça pèse non pas tant sur la participation elle-même que sur les résultats électoraux et sur les poussées qui sont anticipées. Alors, ce qu'il en sera, il y a encore 4 mois de débat devant nous et d'activité publique, mais sur les poussées qui sont anticipées, en particulier de partis eurosceptiques, voire pire, je crains que cette conjonction de calendrier n'accentue le phénomène. Pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, et pour être très franc avec vous, je pense que on voit bien les difficultés qu'ont certains partis à exister au niveau local et à former des listes partout au niveau municipal. Je crains que tout ça se reporte ensuite négativement sur les européennes. Donc moi je suis plutôt pas très optimiste sur à la fois le taux de participation et la ventilation finale par groupe politique des résultats en France. J'espère que je me trompe. On a 4 mois encore une fois pour nous les élus et puis la société civile et les citoyens pour faire mentir ces oracles. Mais enfin, on n'est quand même pas dans une posture très favorable. Je pense que l'enjeu, c'est de s'adresser. Je dis toujours que le Parlement européen, le travail que nous faisons, c'est moins un travail de politique qu'un travail de pédagogie.
Non pas que nous ne fassions pas de politique au sein de l'hémicycle, on en fait tous les jours, mais on en fait d'une façon qui est effectivement très différente de celle que l'on pratique dans nos assemblées municipales, départementales, régionales et a fortiori nationales. On en fait d'une façon peut-être un peu plus dépassionnée dans l'animation du débat, plus décloisonnée d'un point de vue partisan. Les règles du Parlement européen s'y prêtent, mais la réalité politique du Parlement européen est incontournable. Personne n'y a la majorité absolue, personne n'y aura la majorité absolue. Ça vous amène à avoir un regard, à une façon de travailler très différente de ce qui peut se passer dans d'autres assemblées. Je trouve à titre personnel que c'est très positif. Je pense que nous devrions mettre en valeur cet aspect des choses qui est transpartisan, non pas pour qu'on nous ressorte l'antienne du tout se vaut et puis vous faites tous des petits compromis à la petite semaine, mais parce qu'à un moment où la société française a tendance quand même à se crisper beaucoup sur des sujets avec plus ou moins de justification, je trouve que la façon dont on procède au Parlement européen devrait être mise un peu plus en avant, parce que le compromis n'est pas la compromission. Le compromis, c'est la construction. On a des grands voisins comme l'Allemagne qui mettent en place des grandes coalitions, donc qui ont cette façon de travailler. Le consensus, c'est pas la perte de valeur. Le consensus n'est pas la perte de repères. Le compromis, encore une fois, n'est pas un mot à bannir du langage politique. Donc moi, je pense qu'il faudrait mettre en avant les vertus de ce travail constructif qui peut être fait dans l'intérêt général au Parlement européen, de façon à montrer à certains de nos concitoyens qui sont un peu lassés par les péripéties politiciennes, par le théâtre qui se dégage parfois, la théâtralité parfois un peu excessive qui se dégage de certains débats franco-français, qu'il y a aussi une autre façon de faire de la politique. Je n'ai pas d'illusion sur la portée de ce message, mais je pense que pour ceux qui observent, et vous en êtes, qui observent et qui connaissez le fonctionnement du Parlement européen, je crois qu'il y a là-dessus une promotion à faire de la méthode et du mode de travail. Sur les messages également à délivrer, je pense qu'il faut qu'on fasse monter au créneau, si je peux me permettre l'expression, en particulier des catégories sociaux. Il faut qu'il y ait des catégories socio-professionnelles qui sortent du bois. Il faut qu'il y ait des gens, au-delà des élus, qui délivrent un message qui peut être positif, évidemment, qui peut être critique aussi, mais montrant qu'un certain nombre de choses se jouent au niveau européen et au Parlement européen. Il y a des catégories socio-professionnelles qui sont beaucoup plus sensibilisées que d'autres à ce qui se fait au Parlement, aux législations qui y sont discutées, qui sont directement impactées par les règles budgétaires, qui sont directement impactées par les législations, et il faut que ces gens-là trouvent la ressource, l'énergie, le courage, parfois, d'aller contre un vent dominant qui est de fermer la porte européenne pour dire, mais attendez, non, ici passe et ici dit des choses qui sont intéressantes, importantes, voire décisives. Et ça irrigue tous nos territoires, et je suis, pour ma part, frappé par la timidité, parfois, l'autocensure, souvent, qui existe dans un certain nombre de milieux socio-professionnels, où quand on est en face à face dans les couloirs bruxellois ou strasbourgeois, alors là on devient très utile, là on devient les référents pour le meilleur et pour le pire sur qui il faut faire tête, mais quand on est dans le débat public, là on revient à une diabolisation parfois un peu passive, mais une diabolisation quand même de l'Europe, cet objet lointain, abstrait, incompréhensible. Donc je pense qu'il y a des leaders d'opinion socio-professionnels qui devraient, à l'occasion de ces élections, monter au créneau un peu plus pour rappeler ce qu'est l'Europe, la façon dont elle fonctionne, ce qu'elle apporte, aussi en ayant un regard critique. Moi, je ne demande pas à ce qu'on délivre les chèques en blanc et des blancs-seings à la façon de fonctionner du Parlement et des institutions européennes. Mais il faut quand même remettre les choses en perspective et en place, et qu'on en reconnaisse aussi l'intérêt et les mérites. Pour ce qui nous revient à nous, élus, bon écoutez, je pense qu'on n'aura aucune difficulté à cette tribune pour, sans cracher dans la soupe, pour dire qu'on n'est quand même pas beaucoup aidé par nos appareils politiques nationaux, centraux, que toutes nos listes, quelles qu'elles soient, ont été accouchées quand même dans la douleur,
Vous avez eu des débats préalables à vos décisions qui ont été dans la douleur, je regrette, j'insiste. Vous en avez peut-être mieux tiré à l'arrivée que nous sur les choix qui ont été faits, ça c'est un autre jugement, mais en tout cas sur le processus qui a conduit aux désignations de toutes les listes, on a eu des accouchements difficiles. Ce qui prouve bien une chose, c'est quand même que la culture parlementaire européenne a quand même du mal à s'imposer dans nos partis politiques, au niveau central. Et ça, c'est un handicap que nous avons traîné pendant ces campagnes. Parce que la façon dont on parle, moi, des élections européennes pour l'instant, sur le terrain, c'est uniquement à travers le prisme des désignations de candidats. Alors, c'est normal un temps, mais il ne faut pas que ça vienne non plus polluer tout le débat et que toute l'action européenne ne soit vue qu'à travers ce prisme éminemment personnel, partisan et très politicien. C'est un vrai handicap. C'est un vrai handicap pour vendre à nos concitoyens l'idée que le vote qu'ils vont avoir à exprimer au mois de mai est un vote utile, constructif, et qui va déboucher sur des résultats dans la durée. Et ça, c'est une responsabilité de nos appareils nationaux. Il y a beaucoup à faire, là encore, effectivement, en termes de pédagogie, d'appropriation, et nous sommes quand même très en retard quand je vois la façon dont les processus se sont déroulés dans les pays voisins, où on a quand même quelque chose de beaucoup plus huilé dans la façon de fonctionner. Les grands thèmes, je terminerai là. Moi, je pense que, indéniablement, la désaffection vis-à-vis du projet européen, accentuée par la crise, bien évidemment, mais pas uniquement, posera à toutes les formations politiques, et je pense que toutes les formations politiques le reformuleront à leur sauce, compte tenu de leur tradition, de leurs valeurs, de leur positionnement, mais la grande question pour nos concitoyens, c'est que peut apporter cette Europe dont on ne remet pas fondamentalement en cause la construction et le fait qu'elle existe, et sont bien fondées, au sens strict du terme, littéral du terme, mais sans plus de convergence, moi j'appelle convergence, d'autres disent harmonisation, mais sans plus de convergence fiscale, sociale, c'est-à-dire on a créé ce grand marché, on a créé ce grand espace de valeurs et de commerce. Maintenant, c'est sans doute un acquis, mais comment cet acquis peut véritablement être profitable, positif sur la durée, si on est incapable de fonctionner avec des règles véritablement communes dans cet espace. Et ça vaut pour l'économie sociale, bien évidemment, et fiscale, sans doute en premier lieu, parce que c'est ce que nous ressentons le plus fortement en France. Ça vaut aussi pour des sujets peut-être plus sociétaux, comme on dit maintenant, et on voit d'ailleurs des débats qui frémissent en ce moment sur ces sujets. Donc ça, je crois que c'est ce qui va dominer vraisemblablement thématiquement la campagne. Je pense que, encore une fois, chaque parti formulera ses réponses avec les traditions et les parcours qui sont les siens, mais c'est de mon point de vue, indépendamment des réponses spécifiques qui seront apportées par les uns et par les autres, c'est sans doute là où il y a un effort de pédagogie immense à faire pour redonner un sens au projet européen. Parce que grosso modo, ce qu'on nous dit, c'est la première phase du projet européen, c'était la stabilité et la paix. C'est fait, c'est acquis. Alors, c'est toujours précaire, c'est toujours aléatoire. Il ne faut jamais perdre de vue l'union sur ce continent et être conscient de la fragilité de tout ça, mais quand même, on peut considérer que l'Union européenne a fait son travail en la matière. Le deuxième grand projet, ça a été la prospérité, entre guillemets, mais en tout cas la création d'un espace économique commun, assez cohérent, puissant sur la scène internationale, monétairement qui existe. Bon. Et puis, ça aussi, on peut considérer que c'est d'une certaine façon fait, mais non totalement achevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avec quoi fait-on, entre guillemets, rêver les jeunes Européens, les jeunes et les moins jeunes? Quel horizon se donne-t-on pour donner un sens à cette construction, encore une fois, dont on ne remet pas en cause le bien fondé, mais dont on ne voit pas très bien où elle va et qu'est-ce qu'elle peut apporter de concret face à la crise que nous traversons. Donc je crois que c'est cette thématique-là, générale, qui dominera nos débats, et encore une fois, chacun y apportera ses réponses. Je conclurai simplement en disant que je souhaite pour ma part, c'est sans doute un vœu pieux, parce que
on sait très bien comment ça fonctionne, mais j'aimerais que les relais d'opinion, que sont les médias, on a notre part à jouer évidemment les élus, mais les médias et ces fameux relais d'opinion, leaders d'opinion dont je parlais dans le monde socio-professionnel ou associatif, j'aimerais que les gens jouent leur rôle et jouent ce rôle pédagogique. Parce qu'encore une fois, on peut faire tous les procès qu'on veut à l'Europe et aux institutions européennes, on ne sera jamais en manque de procès sur ces institutions et la façon dont elles fonctionnent plus ou moins bien. Et moi, je veux que les procès ils soient instruits de façon juste et de façon argumentée. Parce qu'il n'y a rien de pire que ce qu'on entend en ce moment, et les déferlements de démagogie qui submergent tout et qui ne donnent pas du tout un débat serein sur les vrais enjeux qui devraient être celui de ces élections européennes. Merci beaucoup, M. Dangean. Donc après les interventions de nos députés, nous essayerons d'avoir le temps d'ouvrir une séance de questions-réponses, un petit débat avec la salle. Donc voilà, il nous reste encore 3 quarts d'heure, mais je vous passe la parole. Et puis essayons de garder un petit peu de temps pour avoir un débat avec le public. Madame Troutman. Merci, j'entends votre propos comme un appel à concentrer ce que je vais dire, mon message. Je pense que, en fait, nos concitoyens vivent la crise dans leur pays, mais ils la perçoivent comme étant intense et non réglée à l'échelle européenne. Et je pense que cette tension entre les effets de la crise sur l'emploi local, sur la vie des entreprises, sur la vie des salariés, sur la vie des collectivités et l'impact des politiques de rigueur, pose une question. Est-ce que nous sommes condamnés à vivre durement l'interdépendance dans laquelle nous sommes, dans l'Union européenne, ou est-ce que nous pouvons vivre l'Union européenne comme un terrain de solidarité effective d'une Europe efficace et concrète qui suppose un certain nombre de conditions, qui répondent à la fois sur un choix économique et social, qui répondent aussi à un choix sur la gouvernance, en particulier de la zone euro, et qui suppose, troisièmement, un choix sur les moyens dont on veut ou ne veut pas se doter. Donc, je crois que ces élections, à cause de la crise, et parce que les réponses qui ont été apportées peuvent être perçues comme une mise à l'épreuve de la responsabilité politique, ces élections vont avoir un sens différent. Elles ont un sens différent parce que c'est la première fois qu'on va pouvoir voter et désigner par notre Parlement effectivement le président de la Commission. On pouvait se prononcer jusque-là sur la proposition des États membres, mais ce coup-ci, le Parlement a cette compétence et la majorité qui va sortir des urnes, majorité pas forcément absolue mais relative, aussi supposera que le champion politique qui apparaîtra comme ayant gagné la majorité des suffrages aura une responsabilité pour pouvoir en effet conduire la politique qu'il aura proposée aux électeurs et qui aura rencontré une expression positive. Donc, je voudrais dire que pour les socialistes et démocrates, nous avons saisi cette occasion comme une chance. La dernière fois, nous n'avions pas de candidat et un certain nombre de pays sociaux-démocrates avaient opté pour le président actuel de la Commission, ce qui nous avait placé dans un porte-à-faux politique particulier dans la campagne qui a été la nôtre. Or, je crois que si l'on veut éviter que les gens aient le sentiment que nous sommes tous pareils, qu'il n'y a aucune option possible, et qu'on est condamné au fond à aller vers une Europe qui serait celle uniquement déterminée par les méthodes intergouvernementales de nos États membres, qui déciderait à la place du Parlement, il faut que cette campagne soit agie, en quelque sorte, réellement, avec un propos et des propositions politiques claires, car je crois, sincèrement, que les électeurs iront vers ceux et celles qui auront les réponses les plus pertinentes à la crise et qui pourront démontrer aussi qu'il est possible de réorienter l'Europe. Parce que j'entends tout le monde dire « on va changer l'Europe ». Ah, ok, très bien, mais encore faut-il savoir comment, dans quel but et avec quel choix, avec quelles options. Donc je crois que cette élection va être un test sur la capacité de politiser en quelque sorte ce scrutin, jouer une plus grande différence entre les propositions et les partis européens que nous représentons, et présenter des options
sur la réorientation. Pour ce qui nous concerne, elle est claire. Elle est axée et orientée sur la croissance, une croissance durable, mais aussi sur une relance par les territoires, parce que nous pensons que là où sont les chômeurs, là où sont les emplois que l'on doit créer, ce sont les territoires. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureuse que le président de la République, alors qu'il n'était pas encore élu, mais comme candidat, ait accepté l'arbitrage que je vous proposais en faveur de la gestion par les régions des fonds européens. La deuxième étape du travail consistait évidemment à pouvoir non seulement avoir une politique agricole maintenue dans ses financements et transformée dans ses orientations et ses priorités, ses objectifs, mais aussi la répartition des aides, l'objectif d'avoir un niveau suffisant pour pouvoir agir en faveur des territoires et des populations dans nos territoires. C'était tout l'enjeu de la défense des fonds de cohésion et de l'enveloppe, ce qui supposait que notre pays ne soit plus membre effectif du club de ce qu'on avait appelé, enfin les amis, les pays amis d'Europe centrale l'appelaient le club des radins, c'est-à-dire le club des riches, qui non seulement étaient riches, mais comme ils voulaient contribuer moins au budget de l'Union, avaient décidé de diminuer le budget. Parce que c'était au fond le moyen de pouvoir limiter en quelque sorte les politiques de l'Union. Là, je crois que nous avons eu la possibilité, ensemble d'ailleurs au Parlement européen, et j'en suis très heureuse, de démontrer que ce Parlement avait le dernier mot. Et que pour ce qui concernait la codécision en matière budgétaire, nous étions parfaitement à même de le faire. Nous ne l'avons pas encore totalement, notamment sur les perspectives financières, c'est-à-dire sur la programmation budgétaire année après année jusqu'à 2020. Nous pouvons voter ou dire oui ou non, mais nous n'avons pas la capacité de décider de manière approfondie sur la pluriannualité. Cependant, nous avons aussi progressé, et je crois que ça sera un des enjeux de la prochaine période, dans le rapprochement avec les parlements nationaux. Et si l'on veut bien observer comment le Parlement européen aujourd'hui se situe, c'est-à-dire comme un interlocuteur privilégié des collectivités, mais aussi comme un acteur qui intervient avec une forme nouvelle de souveraineté qu'il peut affirmer, à la fois sur le choix de qui conduira les politiques et les programmes. Et je voudrais simplement préciser cela, c'est que, alors que nous allons voter pour un candidat qui aura une majorité de suffrages, il aura la possibilité, dans cette prochaine législature, de mettre en œuvre les programmes qui ont été adoptés dans le cadre de nos décisions sur les perspectives financières. Ce qui est très important, parce que le Parlement, après les élections, va devoir immédiatement, et on y travaille déjà, certains d'entre nous en tout cas, aura à penser le cahier des charges des futurs commissaires. Si je le dis, c'est parce qu'il y a 2 points que je reproche particulièrement à la commission actuelle, et même passée d'ailleurs. C'est l'engagement qui n'a pas été tenu de pouvoir inscrire à notre calendrier législatif une directive sur les services publics. Il suffit de voir comment nous avons dû nous battre sur tous les textes concernant les concessions, concernant les aides d'État, concernant la définition des services d'intérêt général, pour constater que la France n'était pas en position de facilité. Deuxièmement, je crois aussi qu'il est absolument indispensable que la directive détachement des travailleurs soit inscrite au calendrier législatif, car une des causes de la perte de confiance des Européens, c'est le constat de l'injustice sociale qui permet de constater tout simplement que la promesse de l'Europe, non seulement d'avoir promis la paix entre les pays, mais la prospérité entre les citoyens, c'est-à-dire une forme aussi de paix sociale, a créé les conditions d'une concurrence entre les salariés, puisque finalement, la construction économique qui est la nôtre, en déficit de gouvernance économique et de décisions qui peuvent marquer des options en particulier de relance, on a vu dans la difficulté de pouvoir avoir un pacte de croissance, nous voyons bien que si on laisse les choses en l'état, dès lors qu'avec notre monnaie, nous n'avons aucune marge de manœuvre pour réajuster l'équilibre par une dévaluation, nous n'avons le choix que de la solidarité, d'une certaine forme de mutualisation des dettes, pour éviter qu'au fond, le résultat ne porte que sur un ajustement par le marché du travail, c'est-à-dire par la précarisation, par la baisse des salaires et par la limitation du pouvoir d'achat. Et chercher l'erreur, si on est dans cette option, dans cette optique exclusive,
ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des concitoyens qui contribuent au financement du remboursement de nos dettes, c'est-à-dire, tout bonnement, à la croissance. Le deuxième point, sur le plan social, qui me paraît absolument indispensable, et qui va être un test, parce que ça a été un point qui a été très difficile à obtenir, c'est la garantie jeunesse. Si on parle de l'avenir de l'Europe et de sa signification politique, il n'est pas seulement question de parler du passé ou des générations passées, il est question, même si les travailleurs âgés ou les retraités, c'est aussi un sujet important, c'est le futur. On a vu à quel point nous devions débattre et défendre le programme Erasmus, maintenir des bourses et pas uniquement aller vers un système de prêt pour les étudiants. Nous voyons aussi comment les montants ont été âprement discutés malgré un accord dans la commission du budget pour avoir des moyens suffisants pour financer l'accès à l'emploi, l'accès à une formation d'un jeune, alors qu'on a dans certains pays plus de 50% des jeunes diplômés qui sont aujourd'hui au chômage. Et je ne crois pas que l'on puisse défendre un modèle d'Union européenne dans lequel les jeunes seraient tout simplement obligés, non pas de manière choisie, d'aller travailler dans un autre pays parce qu'ils n'ont aucune solution dans le leur. Et donc je crois qu'il y a des options, et des options importantes, qui sont aujourd'hui dans le débat. Le choix entre la seule austérité et l'investissement, ou entre les politiques de rigueur et les politiques de croissance. Ça n'empêche pas le redressement, il faut redresser les pays qui ont des dettes exponentielles, mais il faut évidemment aller de l'avant. J'ai un vrai regret, alors que nous avons pu avancer et nous convaincre collectivement dans ce Parlement, comme nous savons le faire souvent, pour voter en faveur de la taxe sur les transactions financières. Nous n'avons pas réussi, et c'est dommage, parce que je crois que nous aurions pesé davantage par rapport à la réponse à la crise si nous nous étions mis d'accord sur une solution d'emblée plus équilibrée entre les politiques de rigueur et la nécessité de l'investissement. Il est dommage que nous ayons attendu, perdu du temps, et de ce fait, perdu aussi l'occasion d'admonester nos États membres sur ce qui constitue l'un des défis majeurs de la prochaine période, c'est-à-dire la rupture, le déséquilibre macroéconomique entre le Nord et le Sud, et entre l'Est et l'Ouest. Tant que nous aurons ces césures qui traversent, qui créent aujourd'hui des frontières entre pays riches et moins riches, ou pays plus pauvres, entre pays qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas, je crois que le risque politique de l'Union, même si on sauve la dette, même si on sort de la crise financière, le défi politique ne sera pas définitivement levé. Donc je crois qu'il y a dans la question du rôle du Parlement, et j'en terminerai là, face à la zone euro, face aux décisions prises dans le cadre de la zone euro, il y a un besoin de faire un progrès démocratique. Alors on a discuté sur la mise en place d'une sous-commission. Ici à Strasbourg, il y a une association qui défend la création d'un parlement élu de la zone euro. Faut-il aller aussi loin et tout de suite? Je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, le débat est posé. On ne peut pas accepter une troïka qui n'a aucun mandat politique clair et qui n'est pas contrôlée. Nos collègues qui ont fait la visite des États sous contrôle de la Commission peuvent en témoigner, aussi bien du PPE que de mon groupe. Il y a un défaut, il y a un problème dans ce que nous constatons, à savoir que les méthodes de redressement n'ont pas fait l'objet d'une validation et d'un débat qui aurait pu être porté devant notre Assemblée. De la même manière, nous avons besoin, que ce soit les parlements nationaux ou le Parlement européen, d'avoir un processus lorsque les pays sont sous examen de croissance, un débat contradictoire qui prend en charge obligatoirement les questions sociales, et notamment le chômage, les questions énergétiques, parce que nous sommes en période de transition énergétique et cela suppose des efforts particuliers de nos États membres, et il faut aussi, bien sûr, avoir la perspective dans laquelle, sur la durée, les redressements et les efforts de redressement sont équivalents à ceux des autres pays membres. Donc je crois qu'il y a un enjeu de légitimité, il y a un enjeu de clarification, de clarté politique dans les propositions, il y a un enjeu considérable pour notre Parlement, qui est aujourd'hui la seule institution qui, effectivement, porte en elle la défense
de l'intérêt commun européen. Mon grand regret, c'est de devoir constater, après beaucoup d'années d'expérience, qu'on est aujourd'hui face à un égoïsme national qui l'emporte sur l'intérêt commun des Européens. Et que si on continue comme ça, chacun est content de rentrer chez soi avec un tout petit gain, un petit rabais, mais pas en ayant fait un progrès dans la solidarité européenne. Et je pense que sur les grands sujets comme la sécurité, comme la gouvernance économique, ce ne sera pas ainsi que nous pourrons avancer. C'est donc une raison pour moi d'être lucide et d'être en mesure d'apprécier en quelque sorte la difficulté politique devant laquelle nous sommes placés. Mais c'est une raison aussi de penser que le dialogue avec les électeurs, c'est pas de leur dire n'importe quoi, c'est pas de leur dire on va faire ça demain. On a souvent fait rêver à propos de l'Europe. Aujourd'hui, ils nous disent ne nous faites pas rêver, c'est le cauchemar. Et donc, si vous voulez nous parler, si vous voulez nous motiver, dites-nous concrètement comment vous pouvez répondre sur des politiques, sur des mesures qui soient favorables à la vie et à l'équité des citoyens. Politique industrielle, politique énergétique, politique agricole, repensée, etc. Je ne vais pas le développer, mais je pense que ça passe d'abord par un budget. Bon, nous sommes arrêtés en cours de route. On aura dans la prochaine législature une révision à mi-parcours, donc une étape politique qui va être extrêmement importante, que certains États membres ne veulent pas véritablement ouvrir face à notre Assemblée. Moi, je souhaite que nous puissions y aller avec le débat politique et la prévision politique, avec une option claire des électeurs, de manière à aborder la révision à mi-parcours du budget de l'Union, qui est un budget d'investissement à 94%, et qui ne représente aujourd'hui que 1% du PIB global de l'Union, que nous puissions vraiment reposer aussi la question des moyens de nos politiques, parce que les moyens de notre politique, c'est les moyens de notre crédibilité. Merci beaucoup. Sandrine Bélier, je vous passe la parole. Pour le groupe des Verts. Merci, vous m'entendez? Bonjour à tous, merci pour cette occasion, cette invitation, et le fait qu'on puisse partager avec vous à la fois les enjeux de fond de cette prochaine campagne pour l'élection au Parlement européen, mais aussi nos préoccupations en termes de participation, en termes de légitimité, puisque finalement cette participation à cette élection fonde aussi notre légitimité démocratique en France et au sein du Parlement européen. Moi, je suis d'accord pour qu'on se cale sur le Congrès américain, hein, et de se dire, bon, finalement, je me satisferais de me dire, c'est pas grave si on a 40% seulement de participation, voire moins, si on nous donne les mêmes pouvoirs que le Congrès. C'est-à-dire dans une Union européenne qui a réussi à passer le cap d'un vrai gouvernement, qui est un vrai gouvernement, une vraie politique, et que dans ce cadre-là, sur l'équilibre des pouvoirs, une république européenne, on ait un parlement au milieu des institutions qui puisse faire contrepoids et qui bénéficie de la capacité de pouvoir notamment peser face au Conseil ou à la Commission, donc l'exécutif de cette union. Je voulais revenir sur un certain nombre de points dont je partage forcément ce qui a pu être dit sur les enjeux par mes collègues. On n'a pas forcément, en effet, la même analyse de la mandature et les mêmes perspectives, c'est heureux, puisque finalement, si on arrive en effet à très très bien travailler et qu'on est obligé à constituer des majorités de projets plutôt que de s'inscrire et de se paralyser par des postures politiques, on a tout de même, et au sein de ce Parlement européen, ce sera intéressant de le souligner pendant cette campagne, des divergences, des projets politiques différents, une vision de l'Europe et de ce que peut faire l'Europe qui sont différentes. Moi, j'appelle également de mes voeux à ce qu'on ait une vraie campagne européenne lors de cette élection, ce qui est toujours difficile, en tout cas moi pour la seule campagne que j'ai eu à mener jusqu'à présent. Cette année-là, on n'était pas beaucoup de partis politiques à véritablement parler des enjeux européens et à réussir à s'extraire des enjeux purement nationaux, gouvernementaux et des petits jeux interpartis tels qu'ils se jouent sur le territoire national. J'espère qu'on aura cette capacité-là. Et pour ce qui concerne les écologistes, on l'a lancé, moi je l'avais porté en affaires constitutionnelles, on a lancé une primaire
en vue justement de la désignation de nos candidats européens à la présidence de la Commission. C'est une première. Ça avait été inscrit dans le rapport que le Parlement européen a voté. Bon, majoritairement, mes collègues ont rejeté cette hypothèse d'organisation par leur parti politique européen, d'organisation de primaires européennes. On ne va pas se cacher sur le résultat, on a eu une participation de 30 000 votants, c'est très très peu, c'est décevant. Malgré la dynamique, malgré des débats organisés par nos différents candidats écologistes dans l'ensemble des capitales européennes. C'est décevant cette participation, mais on est tout de même heureux de l'avoir fait, d'avoir lancé cette dynamique, imaginant que c'est une première, la première fois, et que potentiellement dans 5 ans, dans 10 ans, nous serons suivis et unanimement par l'ensemble des partis politiques européens qui ont acquis sur cette mandature un statut, qui ne l'avaient pas avant, mais on est en capacité aujourd'hui, quand Catherine disait il faut aussi politiser cette campagne, on est en capacité de se détacher de nos partis politiques nationaux pour nous inscrire véritablement dans des logiques et porter des projets qui sont construits à l'échelle de l'Union européenne et par les partis politiques européens. Le pouvoir du Parlement européen, en effet, le prochain, il faut qu'on partage ça avec les citoyens et lors de cette élection, c'est l'enjeu de la présidence de la Commission européenne et le fait qu'avec le traité de Lisbonne, nous allons avoir cette possibilité d'élection du président de la Commission européenne au suffrage universel indirect. Au suffrage universel indirect, en ce sens que chaque parti politique européen va présenter un candidat qu'ils vont débattre et que le Parlement européen élira le président à la Commission européenne. Enfin, espérons-le. Espérons-le, puisque la semaine dernière, le Conseil, et notamment le président de l'Union européenne, M. Van Rompuy, est en train de faire un forcing pour que ce soit, et là encore, les États membres qui fassent la proposition de leur président à la Commission, qui renverrait le Parlement, comme on a été souvent considéré comme une seule chambre d'enregistrement. Et les petits accords entre États, et ces petits accords qu'on connaît et qu'on connaît si bien et qui nous sont reprochés à l'échelle de l'Union européenne, pourraient nous être opposés. J'espère que sur ce point, nous trouverons une majorité au sein du Parlement européen, tous partis politiques confondus, pour résister à cette tentative du Conseil de nous imposer le président de la Commission européenne. J'espère que nous arriverons à résister plus que nous n'avons résisté sur le vote du budget. Parce que, pour le coup, là encore, je ne partage pas l'analyse. Pour les écologistes, nous bénéficions d'une chance incroyable, et pour la première fois, en effet, avec l'augmentation de nos compétences, le Parlement européen avait les moyens, et en tout cas on a joué préalablement, de pouvoir jouer son rôle de contre-pouvoir sur le budget. Nous avions demandé de la flexibilité, nous avions demandé, et c'était le choix qui nous était proposé, en effet, entre austérité et investissement. Au final, et c'est la raison pour laquelle, et on ne s'en cache pas, les écologistes ont voté contre ce budget. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, nous avons une baisse de budget dans une période de crise, dans une période où justement il aurait s'agi de faire le choix de l'investissement, donc le choix d'augmenter ce budget, le choix de l'avenir. Et le Parlement européen, en tout cas dans sa grande majorité, a préféré céder. C'est un choix que moi je ne partage pas, et c'est une analyse, et encore une fois, je pense que nous avions la possibilité de résister jusqu'aux élections européennes de 2014, de permettre au prochain Parlement européen de décider de ce budget, puisque là nous avons voté un budget qui nous engage sur 7 ans, donc c'est un petit peu comme si je vous donne les